Alors bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le podcast Carnet d'anthropologue. Aujourd'hui, on tourne le deuxième épisode de ce segment avec Lucio Castracani qui est anthropologue. Il a fait son doctorat à l'Université de Montréal en anthropologie et puis il a également fait une recherche postdoctorale à Marseille où il nous en parlera plus longuement. Et puis en ce moment, il nous parlera aussi des recherches qu'il effectue ici à Montréal, si je me trompe pas, au Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction. Donc rapidement, avant de commencer et que Lucio se présente et nous parle de lui, ses recherches portent principalement sur les migrations temporaires de travail, ainsi que sur la manière dont les engagements subjectifs des personnes migrantes prennent forme. Donc merci beaucoup Lucio de te joindre à moi. Et puis je vais, c'est ça, te demander de te présenter, de nous dire comment tu t'es intéressé à l'anthropologie. Et puis après, développer sur ton doctorat, ton post-doctorat, et puis ce que tu fais en ce moment. Oui, merci pour l'invitation. Tu m'as présenté, en fait, je suis Lucio Castracani, je suis d'origine napolitaine, donc italienne, anthropologue. Mes recherches portent surtout sur le salariat migrant dans l'agriculture et plus récemment dans l'industrie de la construction au Québec. Ok. Je viens d'un milieu populaire, donc ma rencontre avec l'anthropologie a été un peu par hasard, je dirais, parce que ma famille, mes amis ne connaissaient pas l'anthropologie. Et je l'ai découverte, j'avais environ 16 ans, en regardant à la télé un anthropologue italien qui parlait de ses recherches, de son terrain avec des populations autochtones en Australie. Ok. Et donc, depuis cette rencontre, j'ai commencé à m'intéresser à l'anthropologie, mais au départ, j'avais vraiment une idée un peu naïve, dans le sens que j'associais l'anthropologie à l'aventure, au voyage. Le cliché. Et puis, en même temps, j'étais aussi un étudiant assez engagé. J'ai participé aux manifestations pour les droits des étudiants et des étudiantes, mais aussi pour d'autres problématiques. Ouais. J'ai participé aussi aux activités d'une association locale qui faisait plusieurs activités, du cinéforum, du soutien aux étudiants et aux étudiantes pour la préparation des bourses. Okay. Donc plusieurs activités, et j'écrivais pour un journal, une petite revue locale qui était totalement autogérée. Ok. Et donc quand j'ai commencé à comprendre que l'anthropologie pouvait être aussi un outil pour la transformation sociale, je l'ai plus laissé finalement. Donc j'ai fait mon bac et ma maîtrise en anthropologie. D'accord. Et ensuite je suis venu au Québec pour un pour doctorat. Étudier, ouais. Oui. Et en fait, plus que l'anthropologie, c'était vraiment l'ethnographie qui m'intéressait. L'idée d'aller voir les gens directement, ouais. pour parler des problématiques et ensuite en réfléchir, envisager des solutions. Ouais. C'était un peu la démarche aussi du militant, dans le sens qu'on se rencontre, on fait des réunions, on parle des problèmes, on essaie ensuite de penser dans des solutions. Donc, aller voir les gens, écouter leurs besoins, mais en même temps aussi observer leurs besoins, parce que le besoin, la nécessité, parfois, ça révèle plus de la sphère du non-dit, non? Parce qu'il y a parfois l'autocensure pour des raisons liées à la honte, par exemple, de parler, de manifester des besoins. Ouais. Parfois, il y a aussi la visibilisation institutionnelle, donc de l'État, par exemple. Dans le cas de mes recherches, le confinement des travailleurs dans des lieux de travail où il y a aussi des dortoirs où ils dorment. Donc, ils sont pas à l'écart, donc ils sont vraiment invisibilisés. Donc, je trouvais que c'était intéressant l'ethnographie parce qu'essayait justement de regarder aussi ces aspects du non-dit. Ouais. Et puis finalement, cette approche à la recherche, donc des recherches qui visent à la transformation sociale, a caractérisé toutes mes recherches de doctorat, de postdoc, encore aujourd'hui dans le cadre de cette recherche sur l'industrie de la construction. Ouais. Donc, à travers toujours par une enquête de terrain, l'ethnographie, la rencontre avec les personnes qui sont concernées par
les problématiques analysées. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a donné, au fait, pourquoi tu es venu ici au Québec et que t'as pas continué en anthropologie à Naples? Est-ce que c'était vraiment, parce que si tu as travaillé sur les agriculteurs, j'imagine qu'il y en a aussi en Italie. Et pourquoi finalement le Québec et pas l'Italie pour ce doctorat? Oui, non, il y en a aussi en Italie, surtout des travailleurs, des travailleuses migrants dans l'agriculture italienne, surtout dans le sud de l'Italie. Moi, je viens de Naples, donc je connaissais la situation en Italie assez bien. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent dans le contexte italien. J'ai choisi de venir ici d'une part parce que je trouvais que le Québec, j'avais l'impression, en tout cas de l'étranger, que le Québec était influencé tant par l'école états-unienne, donc nord-américaine, que par celle française. Et justement, moi, quand j'ai étudié l'anthropologie, j'étais influencé tant par certains auteurs des États-Unis que par l'école française, même pas anthropologique. Je pense à Bourdieu, à Foucault. Donc, je trouvais intéressant de venir ici pour continuer à nourrir un peu ma réflexion avec ces deux côtés. Puis j'ai rencontré Mariella Pandolfi, qui était anthropologue à l'Université de Montréal et qui a été ma directrice de recherche avec Jorge Pantaleon, aussi professeur à l'Université de Montréal. Et je l'ai rencontré à Naples, donc j'ai commencé à lui manifester la volonté de venir ici. Donc on s'est écrit par courriel, je lui ai présenté une ébauche d'un projet de recherche et elle m'a dit c'est intéressant, je pense que tu pourrais venir faire ton doctorat à Montréal. Mais au début, mon projet, c'était pas sur les travailleurs agricoles à Montréal au Québec. C'était plutôt sur l'immigration sur l'île de Lampedusa. Donc, l'île italienne. Connue pour ça. Et mais ensuite, en fait, pendant la première année de doctorat, on suit un séminaire où on n'aborde pas vraiment notre recherche. Et pendant cette année, j'ai commencé vraiment à me sentir comme part de la communauté montréalaise tout d'abord et québécoise. Et j'ai commencé à m'intéresser en regardant, en lisant les articles des journaux à la situation des travailleurs agricoles migrants ici, vraiment en tant que membre de la communauté québécoise. Et à un certain moment, je lisais beaucoup plus sur la situation des travailleurs migrants que sur celle des personnes qui vont à Lampedusa, qui essaient d'arriver en Europe par la Méditerranée. Et donc, je me suis dit, je pense que je dois changer. Et je restais en partie dans le cadre des études sur les migrations, mais j'ajoutais un peu plus la dimension du travail qui m'a toujours intéressé. Et donc, je suis vraiment très content d'avoir fait ce choix, d'une part, parce que justement, je pense d'avoir quand même pris une position, d'avoir contribué à la communauté où j'habitais. Et aussi pour toutes les rencontres que j'ai pu faire avec les personnes qui viennent à travers le programme, les collègues qui travaillent sur des questions de travail, agriculture. Donc, ça a été vraiment un choix que je ne regrette pas absolument. Oui, parce que même encore à ce jour, il y en a toujours qui se font, et puis ça, malheureusement, parce qu'il y a toujours ces problématiques-là dans le secteur agricole ici au Québec, donc il y a toujours encore des recherches qui se mènent. Mais alors du coup, comment s'est passé ton terrain? Comment t'as été te renseigner au niveau j'allais dire des fermes, mais c'est pas des fermes, c'est plutôt des exploitations. Comment du coup t'as été faire? Parce que la première année du coup t'as compris que ton intérêt s'était changé entre le Lampedusa et ici. Alors comment progressivement t'as travaillé sur le fait de préparer ton terrain ici au Québec et pas à Lampedusa? Justement, je me sentais part de la communauté, mais après, lorsque j'ai commencé à mon terrain, en fait, j'ai commencé à préparer mon terrain, je me suis dit, mon profil, en fait, ne me favorise pas vraiment l'accès à mon terrain parce que
Je me Italien, disais, je l'ai vu après aussi au cours des années, il y a des chercheurs ou des chercheuses d'origine latino-américaine, donc qui peuvent créer des rapports un peu préférentiels, entre guillemets, avec les travailleurs et les travailleuses qui viennent, parce qu'ils sont, ils sont surtout d'origine mexicaine et guatémaltèque. Et d'autre part, les chercheurs et les chercheuses du Québec qui peut-être pourraient avoir des rapports plus préférentiels avec les entreprises, en fait, un accès peut-être plus simple avec les entreprises. Donc, en tant qu'Italien, je me disais que finalement, c'était un peu compliqué. Mais avant justement de commencer, d'avoir choisi ce terrain et ce sujet, quand j'ai commencé à m'intéresser à la problématique des travailleurs migrants en tant que comme résidents d'ici, j'avais découvert un centre de soutien de la main-d'œuvre migrante à Montréal, tout type de main-d'œuvre, pas seulement celle agricole. Donc, quand j'ai commencé le terrain, je suis allé les voir en disant je voudrais faire du bénévolat ici. Je n'ai pas caché mes raisons, entre autres en fait celles de la recherche. Et au début, ils m'ont dit en fait nous on fait pas vraiment du soutien à la main-d'œuvre agricole parce qu'il y a aussi le syndicat en région qui s'en occupe. Par contre, tu parles italien. Actuellement, il y a des personnes avec un statut temporaire qui viennent dans la traduction des jeux vidéo. Donc, tu pourrais donner un coup de main pour cette situation, pour ce dossier. Donc, moi, la recherche, c'était une des raisons, mais c'était pas la seule raison par laquelle je voulais m'engager dans cette association. Donc, j'ai dit oui. Et après, finalement, au cours des mois et des années, il y avait de plus en plus de personnes, des travailleurs et des travailleuses agricoles qui contactaient ce centre. Donc, finalement, le centre a commencé vraiment à s'intéresser aussi à la situation des personnes qui travaillaient dans l'agriculture, des personnes migrantes. Et en plus, il y avait une personne au centre qui maintenant est un ami qui était venu comme travailleur agricole saisonnier. Et ensuite, il est devenu un militant justement pour les droits des personnes migrantes ici et surtout pour les travailleurs et les travailleuses agricoles. Et donc, lui, il a été vraiment une personne très importante pour mes recherches parce qu'il m'a mis en contact avec plusieurs travailleurs. Et même au niveau de la réflexion, parfois on parlait ensemble et il a nourri aussi beaucoup ma réflexion à travers son expérience en tant que travailleur et aussi sa militance. Et son engagement, exact. Et donc, j'ai commencé mon terrain officiellement à travers ce centre de soutien. Mais au fur et à mesure que j'avançais un peu dans la recherche, je me rendais compte que j'entrais en contact seulement avec certains profils, donc des profils qui avaient eu le courage, par exemple, de dénoncer des situations de travail, des conditions donc, de vie et de travail ici, au Québec. Et en lisant la littérature ou aussi les articles du journal, on voyait que la majorité au contraire est silencieuse dans le sens qu'elle accepte les conditions et continue le travail à chaque saison, à chaque année. Et je me suis dit, je dois essayer de rejoindre aussi ces personnes. J'avais remarqué que la majorité des informations concernant le travail se basait sur les narrations des travailleurs rencontrés à l'extérieur des lieux de travail. Donc, je me suis dit, il faut essayer d'observer, d'entrer sur les lieux de travail et d'observer. Et j'ai découvert, je pense même au centre, il y avait quelqu'un qui m'avait mentionné la possibilité d'aller travailler dans les entreprises agricoles dans les alentours de Montréal. Parce qu'il y avait une agence de recrutement liée à l'Union des producteurs agricoles du Québec. L'UPA. L'UPA, exactement. Qui recrutait des journaliers à Montréal pour les amener dans les entreprises agricoles dans les alentours. Donc, Lanaudière, Laurentides au nord et Montérégie, surtout pour le sud.
Et donc, j'ai décidé de m'inscrire. J'ai présenté comme ma candidature à cette agence de recrutement. J'ai passé comme une interview. Ok. J'avais dit que j'avais eu des expériences en Italie dans la récolte des tomates, ce qui était pas du tout vrai. Il fallait bien trouver quelque chose. Mais c'est intéressant parce qu'au début, ils m'ont pas appelé, comme ils n'ont pas pris en considération mon profil. Mais après, j'ai entendu que en fait le recrutement était commencé. Okay. Donc j'ai rappelé en disant moi je me suis inscrit en juin, mais vous m'avez jamais appelé. Okay. Donc quand j'ai appelé l'agence, ils m'ont trouvé comme une place pour le lendemain. Ok. Et c'est intéressant parce que parmi les narrations, je pense parce que j'étais surtout italien et c'était pas la main d'œuvre qu'ils avaient l'habitude peut-être. Oui. Ouais. Italien, étudiant d'une part, mais je pense plus parce que j'étais d'origine italienne en fait. Je pense qu'ils se disaient que finalement j'allais pas accepter le travail parce que les conditions, les mêmes choses. Ouais. Et c'est intéressant parce que parmi les narrations qui légitiment le programme, il y a la question de la pénurie. Ben oui. Et qu'en partie, c'est vrai, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais en même temps, dans mon cas, par exemple, l'agence ne m'a pas appelé tout de suite. J'ai dû rappeler pour essayer d'aller travailler. Donc, quand j'ai reçu l'appel pour le lendemain, je suis parti acheter des vêtements comme des vêtements de 12e main pour qui pourraient comme parce que m'aider à donc des pantalons un peu confortables, une chemise à manches longues pour le soleil. Non, je pense que la chemise c'est venu par là. Ah ouais, parce qu'après au début j'allais en t-shirt et puis je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Mais donc j'ai acheté une casquette, des choses qui pourraient m'aider dans le travail. Pas une tenue d'étudiant. Non, pas du tout. Et des bottes parce que l'agence disait d'acheter des bottes. Donc ils fournissaient rien. C'était comme pris en charge par la personne même, par le travailleur même, et pas par l'agence de recrutement ou par l'entreprise. Oui, c'est ça en fait. Donc je suis parti la première fois, je crois que j'ai fait du désherbage. Ok. Et après j'ai travaillé donc en juillet où je dirais presque tous les jours, parfois même le samedi. Et puis en septembre, vu que j'avais un statut d'étudiant international, je pouvais travailler seulement 20 heures par semaine, donc j'allais deux fois par jour. Donc j'ai fait tout l'été, tout l'été. Et ça a été quand même une expérience fondamentale pour mes recherches. C'est souvent l'aspect qui intéresse le plus les collègues, mais aussi d'autres personnes qui ont pu lire mes recherches. Et donc, ça a été vraiment... Là, c'est une immersion totale parce que finalement, même pour le recrutement, tu n'aurais pas su qu'il fallait que tu t'habilles, que tu payes toi-même et que tu devais tout prendre en charge si tu n'étais pas toi-même mis dans la position d'un travailleur finalement. Oui, c'est quand même des choses... Moi, je viens d'une ville, j'avais jamais travaillé dans l'agriculture. Mais oui. Donc, ça a été très important parce qu'il y a eu comme une sorte de connaissance expérientielle, physique, qui m'a permis aussi de mieux faire les entrevues avec les travailleurs. Parce que parfois, lorsqu'ils me parlaient de certaines choses, on peut pas le comprendre. Après cette expérience, je comprenais. Comprenais. Avant, j'aurais pas pu parce que je connaissais pas du tout la fatigue, le travail agricole. Donc, ça a été quand même une expérience fondamentale aussi pour les interviews que j'ai menées par la suite. Et ça a été très important aussi pour les interviews avec les entreprises parfois. Ah, bah oui. Et donc, ça a été vraiment un choix important qui a marqué vraiment ma recherche de Puis c'était une évidence, en fait, de faire ça. Tu t'es pas posé 50 000 questions. Tu t'es dit, là, pour avoir accès à ce type de travailleurs que je n'ai pas, il faut que j'aille au plus près d'eux, finalement. Oui, il y a eu une réflexion au départ, justement, la façon meilleure pour essayer d'accéder à ces lieux. Stratégiquement. Mais après, dès que j'ai entendu de cette possibilité, je me suis dit que c'était vraiment le choix à faire. D'ailleurs, je cache pas que c'était aussi d'une part excitant l'idée, d'aller travailler directement sur les entreprises, de pouvoir vraiment avoir cette observation
cette description dense, non, pour mentionner Clifford Geertz. Donc, en fait, une observation fine, je dirais, de la problématique. Que là, t'es immergé, Et c'était intéressant. Et puis finalement, mon profil d'étudiant international, étudiant italien, a fonctionné sur les lieux de travail parce que je pouvais me relationner tant la main d'œuvre montréalaise journalière que celle qui était là pour plus longtemps, quoi, finalement. Exactement, et avec les travailleurs mexicains et guatémaltèques aussi. Le fait que je parlais quand même un peu espagnol me permettait aussi de faire la médiation entre les deux groupes. Donc, ça a été vraiment intéressant de participer. Et bah ouais, j'imagine. Puis, est-ce qu'à un moment donné, ils ont soupçonné que tu faisais des recherches ou parce qu'au moment où tu as demandé après à faire des entrevues, comment ça s'est passé le shift un peu entre toi qui étais travailleur, puis j'imagine que tu as fait des entrevues avec des collègues à toi. Comment ça s'est passé? Ben en fait, avec les collègues, je disais tout de suite que je faisais des recherches. Ah, ok. Parce qu'il s'agissait de la population comme la plus vulnérable de ma recherche. Donc, pour des raisons d'éthique, j'avais décidé absolument tout de suite de me présenter comme chercheur. Après, il y a quand même des anecdotes drôles dans le sens que j'essayais d'avoir leur consentement à la recherche, mais ils continuaient à m'appeler comme l'italien, l'étudiant. Donc, je répétais plusieurs fois que je faisais des recherches pour essayer de comprendre si c'était quand même accepté. Et donc, avec les collègues de travail sur la ferme, je disais toujours que j'étais un chercheur. Pour les entreprises, par contre, je m'étais dit qu'en fait, s'il avait l'opportunité, je l'aurais dit. Sinon, j'aurais rien dit. Et finalement, c'est arrivé une fois sur 4. Et j'ai pu même mener une interview avec cette propriétaire de l'entreprise et aussi avec son père, qui a été une interview très intéressante parce que ça m'a permis vraiment de voir un peu comment différentes générations voient le rapport au travail agricole, la gestion d'une entreprise avec la question de la problématique de la main-d'œuvre. Mais je ne regrette pas d'avoir un peu caché, entre guillemets, mon profil aux entreprises parce que ça m'a permis aussi d'accéder à d'autres types de situations qui ont été moins agréables, mais qui m'ont permis quand même de documenter certaines conditions de vie et de travail. Alors je me disais, ces populations-là qui sont vulnérables, est-ce qu'elles ont gardé ton secret entre guillemets que t'étais chercheur, ou est-ce que elles sont allées le dire à leurs supérieurs, peut-être pas nécessairement, mais surtout aussi comment s'est passée ton expérience qui était négative en tant que travailleur dans l'agriculture? À ma connaissance, les travailleurs n'ont jamais dit aux entreprises que j'étais un chercheur parce que personne n'est venu me voir pour me demander ce que je faisais. Par rapport à l'expérience vraiment négative, ça a été dans une entreprise, surtout pour le traitement de la part du propriétaire, qui était avec nous. Le plus souvent, il conduisait le tracteur. Nous, on faisait ou la récolte des choux-fleurs ou on attachait les fleurs autour le chou. C'était vraiment le traitement. Il criait sur tout le monde. Et il était très violent dans ses propos. Dans ses propos. Et d'ailleurs, les travailleurs mexicains, dans ce cas, ils m'ont même raconté que parfois, il donnait des coups de pied lorsqu'il était par terre en travaillant. Et une fois, il m'a crié en disant qu'il allait pas me payer parce que selon lui, j'avais pas fait le travail. Wow. Après, on est allé regarder ensemble tout le rang et finalement, il s'est rendu compte que j'avais fait mon travail, puis il est parti. Dans un autre cas, à la moitié de la journée, il a dit à un gars qu'il devait partir. Donc, il l'a accompagné à la gare du bus. Et le gars, il a dû attendre le bus pour rentrer à Montréal. Alors que nous, on avait comme un bus écolier, le bus comme privé qui venait nous chercher. Donc, c'était plus simple. Donc, le gars, il a pris le bus, il est parti. Et donc, c'était vraiment désagréable. D'ailleurs, quand je savais que je devais aller travailler pour cette entreprise, j'étais un peu stressé, presque physiquement. J'étais pas vraiment prêt à y aller, mais
heureusement, ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait juste quelques journées dans cette entreprise. Par contre, les interviews, les échanges avec les travailleurs mexicains qui étaient dans cette entreprise ont été très intéressants. Ben oui, j'imagine. Très intéressants. Et d'ailleurs, dans cette entreprise, j'avais un travailleur mexicain qui parlait français et qui, grâce à la maîtrise du français, de l'espagnol et de la connaissance vraiment des tâches de travail, il était superviseur. Donc, ça questionnait un peu l'image du travailleur peu qualifié qu'on donne souvent. Exact. Et parce qu'en fait, dans son cas, il était superviseur, mais il était payé comme un salaire comme au bas de l'échelle entre guillemets. Exactement, exactement. Ah oui, donc même s'il avait le statut, il n'était pas rémunéré pour son travail finalement. Non, il n'était pas vraiment reconnu. Mais dans la pratique, il était le superviseur de l'équipe de Montréal parce qu'il parlait très bien français et il connaissait le travail, donc il pouvait expliquer les tâches, il pouvait nous dire lorsqu'on faisait des erreurs. Exact. Et d'ailleurs, ça permettait au propriétaire d'aller sur un autre terrain parce qu'il venait d'acheter ce terrain où on travaillait, où l'équipe de Montréal travaillait. Donc, ça permettait vraiment, il était fondamental pour la gestion de l'entreprise de ce monsieur parce que ça permettait au propriétaire de partir sur l'autre terrain pour aller voir les autres équipes de travail. Donc, c'était vraiment un profil qui était fondamental. Exact. Et, mais il était payé au salaire minimum comme tous les autres. Ouais, finalement, parce qu'il gardait son statut de migrant indirectement, j'imagine, même s'il avait un statut plus élevé dans la hiérarchie, mais il restait migrant aux yeux du propriétaire, finalement. Oui, d'ailleurs, je l'ai un peu documenté dans mes recherches, justement, il y a des compétences spécifiques à la main-d'œuvre agricole saisonnière, mais qui ne sont pas le plus souvent reconnues d'un point de vue vraiment comme économique à travers le salaire. Et puis ça questionne cette rhétorique, cette narration de la compétence. Mais oui. Parce que ce type de main-d'œuvre est considéré comme peu qualifié, mais en réalité, lorsque justement on observe les personnes au travail, on se rend compte qu'ils ont des compétences que les autres n'ont pas. Exact. Mais cette narration de la compétence permet justement de légitimer une discrimination dans les politiques migratoires parce que la main-d'œuvre considérée peu qualifiée finalement est cherchée surtout dans certains pays. Oui. Donc les critères raciaux qu'il y avait dans les années 60 pour recruter qui nourrissaient un peu la logique des politiques migratoires canadiennes finalement ont été remplacés par d'une part par cette idée de compétence. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est une façon pour essayer de confirmer, de garder les critères qu'il y avait avant, mais d'une façon plus neutre pour répondre évidemment aux besoins des entreprises. Et aussi aux transformations des sociétés. Évidemment, on ne peut pas aujourd'hui vraiment assumer une politique migratoire basée sur des critères raciaux, mais donc j'ai commencé vraiment à réfléchir sur cette idée, cette catégorie de compétences qui, dans les effets, vraiment marque une différence importante entre deux groupes. Donc, les groupes qui peuvent rester et les groupes qui sont obligés à être saisonniers. Ouais, puis c'est surtout que il y a quand même des gens qui reviennent chaque année. Donc, ça veut dire que eux, ils ont acquis une expérience et ils connaissent déjà le travail. Il n'y a pas la formation qui est faite quand on est nouveau et qui sont tout nouveaux sur la ferme, finalement. Donc, mine de rien, il y a ça aussi, j'imagine, en termes de... S'ils sont toujours récurrents et ils reviennent tous les étés et que c'est les mêmes personnes, il y a déjà... il y a déjà une compétence qui est acquise. Oui, d'ailleurs, il y a des travailleurs qui cumulent vraiment plusieurs années, même 10 ans, 15 ans de travail. Donc, absolument, ils deviennent des personnes vraiment expérimentées. Ouais. Mais elles sont le plus souvent toujours considérées comme une main-d'œuvre peu qualifiée. Exactement. Oui, c'est ça, parce qu'on en parlait justement dans le cours de Jorge sur l'Amérique latine. Il y avait eu, je pense qu'on avait vu un documentaire où on parlait de ces choses-là et que les gens... Et c'est pour ça aussi qu'ils restaient dans le non-dit et...
parce que pour s'assurer un travail pour l'année suivante en fait. Donc ils vont pas nécessairement aller c'est ça, avoir de l'engagement ou alors aller parler des discriminations qu'ils vivent ou de la violence verbale qu'ils subissent parce que finalement ça les permet de leur nourrir leur famille et de vivre. Donc finalement ils veulent ce visa l'année prochaine et ce contrat l'année suivante quoi. Donc ça aussi c'est assez particulier. Mais alors du coup je me dis comment t'as pu faire les entrevues et où surtout? Parce que pour les gens qui devaient habiter dans la communauté agricole, comment tu pouvais faire des entrevues? Est-ce que les entrepreneurs, enfin les patrons étaient au courant que tu faisais des voilà, c'est ça, je me dis là, ça va, même si toi t'étais un peu en mode espion pendant que tu faisais ton travail, comment tu gérais l'entrevue quoi, l'autre façon de récolter des données? L'entrevue, je l'ai fait vraiment partout. Avec certains travailleurs qui avaient contacté le centre, les entrevues, je les fais au centre ou avant, par exemple, d'avoir organisé des activités pour présenter, documenter leurs conditions de vie de travail. Je les fais même chez moi avec des travailleurs qui étaient sur Montréal. Okay. Donc, par exemple, j'ai préparé le repas. Okay. Et donc, on mangeait en même temps, on parlait de leurs conditions. On faisait l'entrevue. Et je suis allé sur les lieux même. Dans le cas des serres, souvent, par exemple, samedi, dimanche, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de propriétaire. Donc, c'était plus simple. Ouais. Mais en même temps, souvent, les travailleurs étaient hyper stressés parce que l'entreprise ne voulait pas que les travailleurs rencontraient des personnes externes. Donc, sur le contrôle, finalement. Il allait me recevoir sur le lieu sur les dortoirs, les logements. Ouais. Et ensuite, on partait dans des cafés, dans les alentours. Okay. Et donc, ça a été un peu... je l'ai fait vraiment sur les lieux de travail. Je l'ai fait aussi pendant les pauses. Okay. Parfois, ça m'est arrivé... c'est sûr, c'est pas une entrevue semi-dirigée comme formelle, dans le sens que on avait une demi-heure de pause pour manger, mais dans une entreprise en particulier, lorsqu'il faisait très chaud, l'entreprise d'ailleurs où j'ai fait mes entrevues avec les propriétaires, ils nous accordaient une heure de pause. Donc sur une heure, ça me permettait vraiment de parler plus. Donc j'ai mené comme des entrevues un peu plus informelles aussi pendant les pauses lorsque j'ai travaillé. Et j'ai mené des entrevues où quand même un premier contact, je l'ai eu lorsqu'il organisait des activités pour la main-d'œuvre agricole. Okay. Je pense à la fête des cultures à Saint-Rémy, organisée par l'agence de recrutement ici au Québec, ou les messes en espagnol destinées qui s'adressaient vraiment aux travailleurs agricoles saisonniers, à l'oratoire Saint-Joseph, mais même à l'église de Saint-Rémy. Une fois, je suis allé à Laval. Donc, là, parfois, où j'ai pu faire des entrevues avant ou après l'activité, où j'établissais un premier contact pour ensuite faire des entrevues. Ok. Et alors ça, finalement, pour toi, ça a été un défi ou ça a été quand même facile de gérer tout ça? De gérer, toi, ton statut de chercheur qui est quand même caché, même si tu étais visible pour certaines personnes. Ensuite, trouver des moyens de faire les entrevues sans que ça leur porte préjudice et que toi, que tu puisses avoir quand même des entrevues. Parce que j'imagine que 30 minutes, c'est pas beaucoup quand tu dois parler et que tout le monde, quand t'es fatigué, que tu dois manger, que tu veux te reposer un petit peu un minimum, ça doit être... j'imagine que peut-être que tu as dû faire plusieurs pauses lunch pour avoir un contenu assez structuré, entre guillemets. Oui, mais les entrevues, en fait, pendant les pauses du lunch ont été plutôt complémentaires à celles que j'ai menées quand même ailleurs, qui avait une durée d'une heure et demie, 2 heures. Ça dépendait vraiment aussi de la personne. Ça a été difficile, en fait, plutôt... l'inquiétude, justement, lorsque j'allais les voir sur les lieux, en fait, l'idée de pouvoir les exposer au danger, ça me stressait beaucoup. Je voyais aussi le stress de leur part, donc ça, c'était un peu difficile. Donc, et j'essayais d'arranger le tout comme tout ce que je pouvais. Je suivais leur... la façon dont ils étaient à l'aise, quoi. Exactement, et les conditions qu'ils me disaient, donc je suivais le tout, évidemment.
D'ailleurs, parfois, lorsque les personnes m'invitaient vraiment sur les lieux de vie et de travail, je demandais plusieurs fois, mais, est-ce que ça va, vous êtes sûr? Mais oui, ça, c'était... Après, c'était un accord, quoi, finalement. Oui, un accord, oui. Et ce qui était intéressant aussi, parfois, lorsque j'allais sur les lieux de travail pour mener les entrevues, on avait aussi l'occasion de faire d'autres activités. J'ai joué du foot avec eux. Donc ça a été aussi... une manière de socialiser, puis de gagner aussi leur confiance, et puis... Il n'avait pas vraiment une stratégie. Moi, j'aime jouer le foot. Donc, eux jouaient. D'ailleurs, j'étais pas le seul. Il y avait aussi d'autres gens du centre de soutien, un autre chercheur aussi, Loïc Mahler, qui a mené des recherches très importantes sur le sujet aussi ici au Québec. Donc, il n'avait pas vraiment une stratégie pour gagner la confiance. Moi, je me suis toujours relationné évidemment, j'étais intéressé par leur histoire, mais ça s'est fait vraiment naturellement, oui. Et alors, j'ai juste une question. Est-ce que les entrevues dans ce contexte-là, est-ce qu'ils ont accepté que ça soit enregistré? Ou alors... Parfois oui, parfois non. Parfois, je devais prendre des notes parce qu'ils ne voulaient pas. Parfois, il n'y avait aucun problème, donc j'ai pu les enregistrer. Alors, alors, du coup, quand tu as fini ça, j'imagine que pour analyser, ça devait être quelque chose. Et puis, est-ce que tu pourrais nous parler du coup de ton postdoc et qu'est-ce qui t'a mené vers le postdoc? Est-ce que c'est vraiment toujours en lien avec ce que tu as fait en thèse, ou est-ce que ça a un peu changé? Ça n'a pas changé beaucoup. La décision de faire un postdoc, en fait, je trouvais que le statut de postdoc est un statut quand même qui te donne des privilèges après un doctorat, parce que le plus souvent, tu peux choisir un peu librement ton sujet d'étude. Dans mon cas, c'était comme ça. J'avais présenté une candidature pour un contrat de recherche en France, parce qu'en France, il n'y a pas vraiment la bourse de postdoc, il y a vraiment un contrat de recherche. Pour le LabExMed, qui est un laboratoire d'excellence sur la Méditerranée. Et j'avais présenté un projet de recherche sur les travailleurs et les travailleuses agricoles détachés en France. Donc, il y a une directive européenne qui régule un peu la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne, donc le détachement de main-d'œuvre. Moi, je me suis intéressé surtout à des personnes d'origine latino-américaine qui étaient résidentes en Espagne, mais qui allaient travailler en France à travers des agences de placement espagnoles, donc des agences d'intérim espagnoles. C'était comme... je connaissais un peu le sujet en France. En fait, je connaissais un peu la situation en France parce que j'avais déjà des collègues et amis qui travaillaient sur le sujet en France. Et d'ailleurs, l'entrée sur le terrain était complètement différente parce que je me suis inscrit dans leur activité de recherche. Donc, ça a été très intéressant parce que nous avons mené une enquête de terrain qui n'a pas duré beaucoup à cause quand même de la durée du postdoc. Mais qui a été très intéressante parce que ça a été une enquête de terrain collective. Et même la réflexion, finalement, a été toujours collective. D'ailleurs, on a pris la décision de publier toujours les trois ensemble, justement, parce qu'il est quand même... difficile de distinguer la contribution, ce qui est, à mon avis, vraiment une caractéristique qui devait être toujours comme assumée dans le cas de la recherche. Donc, ça a été vraiment plus simple. Et dans ce cas aussi, les deux collègues faisaient partie d'une association de soutien des droits de la main-d'œuvre. Donc, j'ai participé aussi aux activités de ce collectif. Et en même temps, on faisait la recherche. On a déjà publié deux articles qui sont issus de cette recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que cette recherche m'a permis de continuer des réflexions sur des cas particuliers, c'est-à-dire des travailleurs saisonniers qui finalement décident de ne pas rentrer dans leur pays d'origine, de s'installer de s'établir au Québec, dans ce cas, ou en France, et parfois même avec un statut irrégulier.
D'accord. Donc, dans le cas français, ça m'a permis de continuer parce que on a remarqué qu'il y avait vraiment une communauté latino-américaine en train de se faire C'est dingue. dans une petite ville entre le Gard et le Vaucluse, Ok. donc dans le sud de la France. Ok. Et donc, finalement, dans le cas du postdoc, on a plus documenté cette situation-là. cette Ouais. situation plutôt que les relations de travail. Ouais. Par contre, on a pu aussi documenter un peu le fonctionnement et la gestion de la main-d'œuvre à travers des agences de placement. D'accord. Oui, ça c'est intéressant. Donc, des agences espagnoles, mais qui avaient quand même des liens en France. Donc, on a pu aussi documenter un peu le fonctionnement du détachement et en même temps la création de cette communauté en France. Et alors du coup, comment, parce que là tu disais que tu étais inclus dans un groupe de recherche, comment, là tu disais que c'était plus facile à certains niveaux, est-ce que c'était toujours aussi excitant que le doctorat où tu sais, comme on disait, un peu en mode espion, tu faisais tes choses et tout ça, peut-être parce qu'étant donné que tu travaillais moins sur les relations de travail en France que au Québec, comment vraiment, parce que tout devait se penser à trois, enfin avec le collectif, j'imagine. Comment est-ce que tu as trouvé ça vraiment mieux ou est-ce que tu as eu l'impression de perdre en richesse, tu sais, de chercheurs et de vraiment être en immersion des choses en étant tout seul, en préparant toi-même ta recherche? Comment tu l'as vécu en fait? Même si c'est facile, du coup, voilà, pourquoi c'est facile et qu'est-ce que tu retiens vraiment de ça? Je pense que la perte de profondeur, est liée surtout à la durée de la recherche plutôt qu'à la façon de la concevoir. En fait, je pense que c'est plus une richesse de faire une recherche collective. Ouais. Peut-être aussi parce que au-delà d'être des collègues, le Frédéric Decos, qui est chercheur CNRS, et Juana Moreno Nieto, qui enseigne à l'université de Cadiz en Espagne, sont aussi des amis. On partage aussi certaines visions de la recherche. Donc, c'était vraiment très simple. C'était plus une richesse. Donc, je pense que, évidemment, par rapport à la recherche doctorat, il y a moins de profondeur, je dirais, mais c'est dû surtout à la durée. Ça a duré combien de temps finalement? Je suis resté 1 an et demi en France. L'enquête de terrain s'est durée sur plusieurs mois. C'est vraiment l'été que ça a été plus actif. Mais maintenant, le doctorat, c'est plus long. C'est déjà 1 an au moins de terrain. Mais toi, j'imagine que ça a dû peut-être même être plus long. Le doctorat, oui. En fait, l'entrée officielle en 2014 jusqu'en 2017. J'ai rédigé, mais en même temps, je continuais parce que parfois, j'avais l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Donc, j'étais intéressé, surtout aussi dans le cadre des activités du CTI. Je me disais que ça peut être une opportunité de continuer. Et j'ai même rencontré 2 travailleuses après la soutenance. Donc tu étais toujours impliqué dans... Oui, d'ailleurs, j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer des femmes dans le cadre du doctorat. Puis finalement, après la soutenance, j'ai eu cette possibilité. Et donc, j'ai pu documenter un peu, surtout dans le cadre de l'ouvrage qui est sorti après la thèse, le cas de ces 2 femmes d'une entreprise de fraises au Québec qui en fait a été déjà sous l'œil de la critique plusieurs fois à cause des conditions de vie et de travail des travailleuses. Donc, ça m'a permis aussi d'écouter un peu leur histoire et de la raconter. De raconter des passages dans l'ouvrage. Donc, vraiment, officiellement, je dirais 2014, début 2017, mais novembre 2017, je crois. Mais en fait, je suis pas capable de dire exactement quand c'est commencé parce que l'activité avec le centre... c'est ce qui t'a permis de rentrer aussi. Oui, j'avais commencé avant de faire le terrain officiellement. Même après la soutenance, j'ai continué. Encore aujourd'hui, s'il y a des cas particuliers, je m'intéresse parce qu'évidemment, ça va au-delà de la recherche. Pour moi, c'était toujours comme ça. Donc, je continue à m'intéresser. Dans le cas de la France aussi, à cause du déménagement ici, c'est différent parce que j'ai dû vraiment couper avec le terrain. Évidemment,
j'ai mes collègues qui sont encore là-bas, donc parfois je reçois des nouvelles, mais le fait d'avoir déménagé une autre fois ici, ça a vraiment coupé. Ça coupe certaines choses, ouais. Mais alors du coup, est-ce que tu as un avis ou même comment tu te perçois ou tu te définis un peu avec en tant qu'anthropologue et ton engagement finalement, et qui s'étend pour en fait finalement tu vas pas juste à l'instant T t'engager auprès d'une population ou d'une thématique, et que finalement ça s'étire parce que c'est tes intérêts de recherche at large. Comment finalement tu vois je vais pas partir de ton profil d'anthropologue, mais comment tu vois l'engagement de l'anthropologue? Tu sais, il y a toujours un peu des questionnements sur l'implication du chercheur, comment il va toujours être dans le milieu, comment il va documenter le milieu. Je me demandais quel était un peu ton avis sur ça, et si tu t'étais questionné, parce que même dans la thèse, on parle un peu de réflexivité. Ouais, comment ça se passe? Puis j'imagine avec le côté du postdoc, t'as peut-être vu, même là, tu vois la différence entre le fait d'avoir déménagé et tout ça. Quelle était un peu ta réflexion à cet égard? Oui, évidemment, j'ai eu des réflexions par rapport à mon engagement, à ma posture en tant que chercheur. Ouais. Après, j'assume totalement mon engagement, mais j'aime pas non plus les définitions qui souvent sont données comme, je ne sais pas, anthropologie militante, anthropologie engagée. Parce que moi, je dis toujours, d'ailleurs, je pense que Dave Graeber le disait aussi, moi, je suis anthropologue. Et je suis une personne qui s'engage. Mais après, mon activité d'anthropologue excède mon engagement, et mon engagement excède mon activité d'anthropologue. Okay. Donc, j'aime pas cette définition qui souvent, d'une part, sont données presque pour essayer de résoudre comme une contradiction, non? Qui est celle, par exemple, du privilège du chercheur. Oui. Et même qui s'intéresse à certaines conditions. Et parfois, c'est utilisé aussi, surtout aux États-Unis, par les départements. Ça devient presque une stratégie de marketing pour essayer d'attirer une certaine population étudiante. Donc, je refuse ce type de définition. Ouais. Moi, je suis un anthropologue. Puis, évidemment, j'ai une vie à côté. Dans ma vie, je suis une personne engagée qui s'intéresse à certaines problématiques, évidemment. Ces deux comme expériences, le fait d'être anthropologue et le fait d'être une personne engagée se nourrissent d'une façon mutuelle, mais il y a des aspects de mon travail en tant qu'anthropologue qui vont au-delà de mon engagement, et il y a des aspects de mon engagement qui vont au-delà de mon métier d'anthropologue. Je me demandais justement ton opinion, enfin même ton avis sur le côté activiste, un peu ce que certains anthropologues prennent vont prendre part dans leur travail, parce que finalement ton engagement depuis même Naples est assez prononcé, et donc finalement est-ce que tu te situerais un peu là-dedans? Parce qu'on voit que tu es vraiment engagé dans tes recherches, dans ton travail, mais du coup, comment tu te situerais même avec l'activisme? Est-ce que ça se rapprocherait de ça, ou est-ce que tu t'en détacherais justement ou même, est-ce que tu aurais un avis sur le côté activiste de certains anthropologues avec leurs recherches? Oui, je partage totalement cette posture. C'est juste que j'aime pas ces catégories. En fait, un anthropologue qui ne se dit pas engagé, peut-être dans sa façon de diffuser sa recherche, finalement, c'est une forme d'engagement. Donc, c'est pour ça pourquoi, dans certains cas, on parle d'une anthropologie engagée, dans d'autres cas, non. Parce que peut-être le contenu s'inscrit plus dans une pensée qui est dominante, donc je sais pas. Peut-être plus politique totalement. Quand c'est dans certains aspects de certaines thématiques ou certaines recherches. Oui, évidemment, dans le choix du sujet, il y a une certaine posture politique. Voilà. Ça dit beaucoup aussi de la personne, justement. Moi, en tant que personne engagée, peut-être que je me suis intéressé à des thématiques qui étaient déjà très politisées. Ouais. Après, mais ça avait quand même, je me dis, avec ce que tu devais faire, parce que tu étais quand même dirigée par Mariella Pandolfi, après Jorge qui est plus sur le travail, mais il devait quand même y avoir une posture un peu politique ou sur les institutions dans ta thèse. Donc déjà un engagement même à ce niveau-là, de critique, de choses. Donc même si c'était pas affiché comme activiste, il y a quand même
une posture qui est prise à ce niveau-là, parce qu'on connaît quand même Mariella et sa façon de tous ses cours, quand on les suit, il y a quand même un engagement et une position quand même forte, donc politique forte avec Mariella. Donc, non, oui, absolument. Mais moi, je le disais déjà dans l'introduction de ma thèse. L'idée, c'était aussi de construire un discours dominant qui était la logique de l'utilitarisme migratoire, donc de penser la politique migratoire seulement en fonction des besoins économiques du pays. Donc ça, je l'assumais totalement. Et je l'ai toujours assumé. C'est vraiment plus la définition qui me dérange, parce que j'ai l'impression que finalement c'est pour se mettre dans des cases. D'une part pour se mettre dans des cases, et puis d'une part aussi comme considérer conflictuel, c'est conflictuel, mais considérer comme légitime certaines positions. Donc, on est anthropologue, on présente du contenu. Donc, si c'est légitime pour une pensée dominante, on est anthropologue. Si ça devient un peu plus conflictuel ou dérangeant, donc dans ce cas, on devient anthropologue. Moi, je pense que mes propos sont raisonnables. Je pense que c'est plus raisonnable de dire qu'il faut donner un statut à toutes les personnes qui viennent travailler, un statut permanent à toutes les personnes qui viennent travailler au Canada, que dire on va leur donner un statut temporaire toute leur vie, même si elles travaillent 10 mois par année. Donc, s'il y a des chercheurs qui disent ça, je pense que eux sont plus militants que moi, parce que leur discours est moins raisonnable que le mien. Ok. Ah, c'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Comment tu as en fait, du coup, par rapport à la France, comment ça s'est passé, même ta position de chercheur, le fait d'être dans un collectif, comment finalement, même si c'était des amis, mais comment ça se perçoit, comment tu l'as vécu du coup, parce que j'imagine que c'est plus toi individuellement en tant que chercheur. Là, tu es sur un collectif, donc comment ça s'est transparé? En fait, ici, ayant participé aux activités de ce centre de soutien aux personnes immigrantes, d'une part, j'étais aussi part d'une association. Donc, il y a quand même, évidemment, mes articles, je les écris individuellement parce que je faisais mes recherches, mais ma réflexion était toujours nourrie par une communauté qui était celle de cette association de défense des droits. Dans le cas de la France, ça a été un peu différent. Parce que le fait d'arriver un peu de nulle part et de m'inscrire dans ce collectif qui a quand même une histoire de plusieurs années, qui est bien raciné sur le territoire, j'étais un peu comme l'invité entre guillemets. J'ai vécu moi cet aspect de faire communauté, d'être une communauté. Déjà inclus plus rapidement que pour l'autre finalement, qu'au doctorat. Oui, exactement. J'étais un peu présenté par mes collègues qui faisaient partie du collectif, mais le fait aussi d'être justement temporairement en France, ça m'a permis en fait de moi être comme de me sentir part du collectif, mais quand même j'ai suivi surtout le cas de certaines travailleuses et aussi 2 travailleurs d'origine marocaine détachés. Le collectif a pris en charge leur cas, donc j'ai pu le suivre de près dans le cadre du collectif. Nous avons aussi écrit un article sur les conditions de vie et de travail pendant la pandémie en France, même si j'étais ici, en intégrant en fait les informations qu'on avait collectées avant pandémie et celles pendant la pandémie. Donc j'ai pris quand même partie à des activités, mais j'étais un peu moins enraciné, on pourrait dire. Ici, c'était l'association était vraiment ma communauté. J'étais ici, je les voyais parfois. Ta référence, quoi, entre guillemets. Oui. Là-bas, j'étais un peu plus comme un invité. Peut-être si tu étais resté plus longtemps ou si tu travaillais plus. On aurait développé, j'aurais développé un peu plus un sens d'appartenance, mais ils font quand même un super travail, évidemment. Ça revient à la notion de durée dont tu nous parlais en fait tout à l'heure. Le fait d'être là temporairement pour le postdoc et après de déménager et de retourner ailleurs, il n'y a pas les mêmes sensibilités et puis le même attachement finalement. Oui. Surtout justement l'idée de faire une recherche pour la communauté
Ouais. C'est sûr qu'en France, je suis arrivé un peu d'une façon comme temporaire. Évidemment, il y avait un intérêt pour comprendre les conditions des personnes détachées. Ouais. Mais c'était un peu moins un peu moins évident, je dirais, par rapport à la recherche ici. Okay. Mais le fait d'avoir commencé le terrain, de m'inscrire en fait dans des activités, dans un terrain qui était déjà comme mis en place par d'autres personnes, ça m'a aidé beaucoup. Je me suis tout de suite familiarisé aussi avec les problématiques des personnes, donc ça m'a aidé de ce point de vue. Oui, parce que finalement, tu t'appréhendes pas la recherche de la même manière quand tu dois tout commencer par toi-même de zéro, ou alors quand tu t'inclus dans un groupe qui a déjà préparé le commencement, quoi. Et je me demandais alors, qu'est-ce que tu retiens, toi, en tant que maintenant tu es anthropologue, tu fais tes recherches. Qu'est-ce que tu retiens de ton doctorat, de ton expérience doctorale de terrain, de ton expérience postdoctorale de terrain? Qu'est-ce que ça t'a appris comme chercheur? Autant le positif que le négatif, on va dire, mais toi, en tant que chercheur et être humain, qu'est-ce que ça t'a appris de faire ça? En tant que chercheur, justement, ça m'a permis de questionner cette narration de la compétence, par exemple, de la dépasser. Ouais. D'une certaine façon, de montrer justement qu'en observant les personnes au travail, on se rend compte que cette main-d'œuvre migrante temporaire ne remplace pas seulement des personnes d'ici d'un point de vue comme numérique, mais vraiment d'un point de vue, je dirais, qualitatif, amène quelque chose de plus. Évidemment, en partie, la compétence a été créé par des contraintes, genre par exemple la productivité des personnes migrantes temporaires est due aussi à des contraintes qui un peu les poussent à travailler fort, parce que sinon on peut être exclu du programme. Oui, c'est ça. Donc il y a comme une imbrication d'aspects. D'une part, il y a des compétences qui ont été cumulées au fur et à mesure avec les saisons. Et en partie, c'est lié aussi aux contraintes des règles administratives, par exemple, le fait d'avoir un contrat nominatif, donc de ne pas pouvoir changer d'entreprise, la possibilité d'être exclu du programme. Donc il y a des aspects qui bureaucratiques. L'autre aspect qui vraiment m'a intéressé, c'est justement les personnes qui finalement peu importe les règles administratives, poursuivent leur projet, leur rêve. Donc, par exemple, une personne qui pensait de s'installer au Canada, finalement, elle n'est pas rentrée dans son pays, elle est restée ici, malgré les difficultés. Parfois, le plus souvent, ils ont un statut régulier lorsqu'elles décident de rester. Même en France, ça a été très intéressant. Et je dirais que ça, c'est aussi ce qui m'a marqué d'un point de vue humain. Donc, l'idée de poursuivre des projets, des rêves, peu importe le contexte. Et la difficulté. Peu importe les difficultés, peu importe les contraintes, peu importe le fait de dire il y a cette frontière qui te rend étranger à cette communauté. Donc, c'est vraiment de remettre en question plusieurs conditions qui sont données par acquis, mais que puis en réalité, si on regarde les comportements sociaux des gens, c'est pas vraiment acquis, c'est pas comme quelque chose qui ne peut pas être changé. Être fait, non, exactement. Donc ça m'a marqué aussi d'un point de vue humain, vraiment. C'est plus que résilience, c'est vraiment une forme de résistance. Justement, je le dis aussi dans mes travaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce on avait commencé à documenter ces trajectoires, je dirais en 2014-15. Pas juste moi, il y avait par exemple Daniel Bélanger, professeur à l'Université Laval, d'autres chercheurs en Ontario. Et dans mes travaux, par exemple, je disais que la fuite des entreprises, si multipliée, pouvait être considérée comme une forme de résistance. Donc, pouvait avoir un impact très fort comme une grève, par exemple.
Et aujourd'hui, en regardant comment les médias et certaines entreprises paniquent parce qu'apparemment il y a une augmentation des cas, je me disais bon, on se trompait pas en fait. Ça pourrait être, c'est vraiment une forme de résistance. Donc, oui, le moins de grains de sable dans l'engrenage, ça provoque des gros soucis pour eux, quoi. Oui. Et donc ça m'a marqué d'un point de vue humain. Comme ça m'a marqué aussi les personnes qui sont contentes du programme et qui continuent parce qu'ils ont des projets dans leur pays. Les enfants, par exemple, ce rapport avec les enfants qui est très important, que j'avais commencé à comprendre pendant les recherches, mais au cours des années, j'ai eu des enfants, donc peut-être j'ai encore plus cette notion, compris cette importance. Et, donc ça m'a marqué vraiment, en fait, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la vie, ce qu'on fait. En fait, c'est pas juste le travailleur ou la travailleuse agricole. Nous aussi, on a des projets, des rêves, on essaie de les poursuivre malgré des difficultés. Donc, il y a comme un côté un peu qui peut être universel, évidemment. Les contraintes elles sont là, totalement différentes, les privilèges sont là aussi. Mais cet aspect, en fait, de poursuivre des projets malgré tout. Malgré les difficultés, ça m'a marqué aussi d'un point de vue humain. Comme ça m'a marqué des cas spécifiques, des accidents au travail, par exemple. Donc, aller rencontrer un travailleur qui restait toute sa journée sur un fauteuil parce qu'il avait eu une blessure et qu'en même temps, il avait été mis dehors de l'entreprise à cause de son accident parce qu'il n'était plus fonctionnel. Donc, des expériences comme ça, d'autres travailleurs qui... même les accès, comme tu disais, les accès aux soins, quand il y avait des réactions, comme tu parlais de réactions allergiques tout à l'heure, off caméra, finalement, tout le monde n'a pas les mêmes accès non plus aux soins en tant que travailleur. Oui, absolument. J'avais eu une allergie quand j'avais travaillé comme journalier. Dans mon cas, le soir même, je suis allé au Jean Coutu pour montrer ce que j'avais et j'avais eu facilement accès à une crème. Dans le cas des travailleurs qui étaient avec moi, c'était beaucoup plus compliqué parce que dans la majorité des cas, ils n'ont pas de voiture, parfois des vélos. Et il avait ce cas de ces 3 travailleurs qui étaient dans une ferme laitière, mais vraiment près d'une route à haute vitesse. Donc, même pour aller faire les courses, ils devaient prendre un taxi. Donc, ils étaient vraiment totalement isolés, sans Internet dans leur cas. Et quand on est allé les rendre visite avec d'autres personnes du centre de soutien, ça m'a marqué aussi parce que c'est vraiment dans la banalité du quotidien que c'était très dur, ennuyant, il était déprimé. En plus, le traitement était vraiment négatif. Il nous avait raconté que la fille de la propriétaire avait jeté du lait sur les travailleurs en criant parce qu'ils n'avaient pas fait les choses comme il fallait. Donc, il y a ces situations qui m'ont évidemment marqué aussi. Mais j'essaie surtout de garder d'autres comportements qui ne mettent pas en question le fait qu'il s'agit de personnes vulnérables, mais qui justement montrent aussi d'autres possibilités, en fait, montrent une sorte d'autonomie de la main-d'œuvre. Malgré toutes les difficultés, les discriminations qu'ils subissent. Si on revient à l'engagement, d'un point de vue politique, c'est aussi plus intéressant de la narration de la victime qui en fait amène un peu à une impasse politique ou à des formes de soutien externe, alors qu'il y a des comportements qui montrent aussi une sorte d'autonomie de la main-d'œuvre. Oui, puis d'agentivité d'une certaine manière. Ils savent pourquoi ils sont là et ce que... Mais je me demandais si, là tu disais que quand il y avait eu une blessure, du coup c'est ça, ils avaient été retirés de la ferme. Je me disais même là pour une allergie, est-ce que ils ont le droit est-ce qu'ils ont la possibilité de pouvoir le dire à leur employeur qu'ils sont blessés, qu'ils ont quelque chose, ou alors il y aura une répercussion sur leur travail et leur accès au travail, le fait de peut-être pas être payés, parce qu'ils auront peut-être manqué un quart de travail. Comment ça se passe, même quand c'est un problème mineur, tu sais, même s'ils se cassent pas une jambe ou quelque chose, mais toi par exemple une allergie, est-ce qu'ils peuvent aller demander de l'aide ou se débrouiller
Ça dépend beaucoup aussi de l'entreprise. Dans certains cas, oui. Mais il y a aussi beaucoup de cas documentés où c'est quand même très problématique. L'entreprise a la carte de la RAMQ, par exemple, des personnes, et donc c'est difficile d'aller chercher des quelque soins. chose parce qu'ils ont plus leur... Mais le problème, justement, c'est que le fonctionnement actuel du programme, en fait, s'appuie sur la bonne volonté de l'employeur. Et c'est ça la bonne volonté, oui, mais du coup, oui. C'est ça le problème principal, en fait, c'est que le programme, dans la forme actuelle, ne garantit pas une protection au-delà qu'il s'agisse d'une bonne ou une mauvaise entreprise, mais justement, la bonne expérience dépend de l'employeur. Et pas et n'est pas garantie par les règles mises en place par le programme. C'est ça, je pense, le problème principal. C'est pour cette raison aussi que le problème est structurel et ne dépend pas des pommes pourries, comme souvent c'est mentionné dans la presse. Ah ouais, donc non, mais du coup, c'est horrible, quoi. Ouais, non, j'avoue. Mais alors, comment toi-même, là, du coup, d'avoir vu tout ça, d'avoir subi comme tu disais, hein, un employeur qui te crie dessus. Bon, toi, t'as eu la chance de guérir ton allergie. Mais comment t'as vécu le fait d'être travailleur et de vivre ça au quotidien, sachant que toi, tu avais un échappatoire en rentrant chez toi, ou même si tu travaillais moins à partir de la rentrée, puisque tu travaillais 2 jours semaine et pas à temps complet. Mais comment tu le vis humainement de subir tout ça, même si c'est super excitant dans un sens parce que tu es chercheur et tu vas documenter tout ça et c'est génial. En tant qu'être humain, tu as quand même subi toutes ces formes de discrimination, de pression et de ce qu'on souhaite à personne, quoi, ces conditions de travail-là. Mais je dirais que le fait d'être là pour la recherche, ça m'aidait beaucoup, surtout dans les cas les plus difficiles, les plus durs, je pensais, on fait justement de collecter des données ethnographiques. Donc, ça m'aidait beaucoup. À tenir, ouais. Et un autre aspect qui m'a aidé, c'est justement, je rentrais chez moi, j'habitais avec ma conjointe qui parfois pouvait, par exemple, cuisiner. Donc, cet aspect, on le mentionne presque jamais, non? On a toujours l'image du chercheur ou la chercheuse solitaire, mais il y a tout un travail du réseau, donc de toute la sphère reproductive qui parfois est prise en charge par les personnes, par les proches. Dans mon cas, c'était ma conjointe, donc qui n'est jamais mentionnée, mais qui est fondamentale. Ça a été fondamental dans le cadre de mon doctorat et c'était fondamental aussi dans le cadre de mon postdoc parce que j'avais justement déjà mon fils et donc elle le prenait en charge pendant que je pouvais aller faire du terrain. On ne le mentionne jamais, mais en fait, et comment on gère finalement le chercheur, je pense qu'il n'a jamais été vraiment solitaire, individuel, parce qu'il y a toujours eu quelqu'un dans son entourage, dans son réseau, qui peut-être l'aider de quelque façon, même en gardant les enfants. Je pense que même un soutien, même d'un point de vue mental, quoi, quand c'est assez dur. Absolument. Oui, aussi. Absolument. Mais j'imagine que ça doit être assez particulier de gérer aussi une vie de famille et une vie de chercheur quand on doit autant dans ces conditions-là, mais de manière générale pour gérer un terrain, des choses comme ça. Est-ce que c'est des défis assez compliqués ou c'est bon là comme tu mentionnes le fait de t'entendre avec ta conjointe, mais comment on gère finalement ce quotidien? Parce qu'on n'est pas dédié uniquement H24 sur la recherche finalement. On a quand même une vie fort heureusement à côté. Mais comment finalement tu gères tout ça? Je pense que c'est très comme chacune le vit d'une façon différente. Pour moi, c'était, c'est sûr, c'est un peu difficile parfois parce que les terrains nous amènent à penser, à réfléchir 24 heures sur 24 sur ce qu'on vit. Mais en même temps, c'est bien d'avoir justement un échappatoire. Un échappatoire parce que je pense que s'éloigner un peu de la recherche vraiment au quotidien. Donc, c'est aller-retour dans l'immersion et l'éloignement. Ça permet vraiment de nourrir la réflexion. Donc, c'est bien justement d'avoir d'autres activités, de pouvoir compter sur des proches pour faire d'autres choses. Ça, c'est quand même fondamental.
Oui, surtout quand la recherche est j'imagine, difficile. même lorsqu'on part, par exemple, dans un autre pays pour faire du terrain, je pense que c'est quand même fondamental de garder des moments, des activités qui n'ont rien à voir avec le terrain, parce que l'éloignement, ça permet aussi de réfléchir. Oui, de faire une transition. Enfin, c'est surtout d'avoir le temps de réfléchir à tout ce qui se passe et de tout ce qu'on vit et de retraduire tout ça. Ouais, exactement. Alors du coup, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quelles sont tes recherches que tu fais actuellement? Quel est ton travail après le postdoc? Comment finalement tu as trouvé ce travail-là après le postdoc? Comment ça s'est fait que tu es revenu ici au Québec et que tu continues, que tu travailles en fait dans le milieu de la construction auprès des travailleurs? En fait, je suis retourné au Québec pendant la fin de mon postdoc. Ouais. J'étais un peu en rédaction des articles et je suis retourné parce que ma conjointe devait reprendre le travail ici, donc on est rentré. Et j'ai présenté cette candidature pour cette offre. Actuellement, je mène des recherches au Centre Interaction sur l'inclusion des personnes immigrantes dans l'industrie de la construction au Québec. C'est un projet sur lequel déjà travaillé depuis des années ma collègue Marie-Jeanne Blanc. Elle avait fait vraiment un grand travail de préparation. Donc aujourd'hui, je collabore avec elle sur ce projet. L'idée, c'est de comprendre comment favoriser l'inclusion des personnes immigrantes dans l'industrie de la construction. Donc une industrie qui est régie par une loi R20 qui assure des conditions de travail intéressantes d'un point de vue du salaire, par exemple. Mais le défi, justement, c'est d'intégrer les personnes immigrantes. Les recherches préliminaires, en fait, nous amènent à penser que les personnes immigrantes travaillent déjà dans l'industrie de la construction. Mais le problème, c'est qu'elles travaillent dans des activités qui ne sont pas régies par la loi. Et donc, avec des conditions de travail moins intéressantes. Donc, le défi, ce sera vraiment déjà de mieux comprendre l'industrie de la construction au Québec. Et d'envisager en fait des passerelles, des modalités pour essayer de favoriser justement le passage des activités qui sont moins intéressantes à des activités de travail qui sont plus intéressantes d'un point de vue du salaire, par exemple, ou aussi de la reconnaissance professionnelle. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour travailler justement dans les activités régies par la loi, il y a des métiers, des occupations qui sont réglementés. Donc, il faut avoir le plus souvent des certifications de compétences, des cartes de compétences. Et la voie la plus simple, c'est de faire des études dans le domaine de la construction au Québec. Donc, dans le cas d'une personne migrante qui peut-être est très expérimentée, mais qui n'a pas étudié au Québec, il y a quand même des enjeux. Donc, on essaie aussi de comprendre comment favoriser la reconnaissance de leurs compétences. Oui, c'est vrai que c'est ça que Marie-Jeanne a travaillé sur ça. Et Marie-Jeanne, que j'aurai justement la chance de faire une interview avec elle aussi. Elle nous parlera de ça. Donc oui, non, c'est sûr que ça, c'est des enjeux qui, peu importe, elle, c'était aussi sur les médecins, dans le milieu de santé, mais dans le milieu de la construction, c'est pareil. En fait, il y a aussi ces enjeux-là qui marquent les travailleurs migrants, finalement. Oui, absolument. Et pour l'instant, c'est vraiment un travail en terrain préliminaire, mais on voit déjà des fractures, donc des accès qui sont quand même différenciés selon le statut. On a aussi d'ailleurs des travailleurs migrants temporaires qui viennent dans les métiers de la construction. On a déjà rencontré des soudeurs, par exemple, qui justement, le métier de soudeur est un des métiers réglementés par dans le cadre par la Commission de la construction du Québec. Mais ces soudeurs viennent pour travailler dans des activités qui ne sont pas régies par la loi R20. Et parfois, d'ailleurs, ils ont un titre d'assistant soudeur, par exemple, qui permet aux entreprises de payer moins, alors que dans la pratique, ils font le travail de soudeur, parfois même de soudeur spécialisé. Donc, il y a des enjeux à
à découvrir, justement. C'est ça aussi l'intérêt de Et ça, c'est le début. De mieux comprendre. Ça, c'est vraiment le début. Ok. On verra dans les mois à venir. Qu'est-ce que ça va donner? Comment va se dérouler, oui. Et finalement, ton intérêt s'est fait, c'est fait par hasard de venir, tes contacts ici pour venir travailler là-dessus, même si c'est plus dans le domaine agricole finalement. Ben, en fait, l'industrie de la construction, le domaine de la construction m'a toujours intéressé. Déjà quand je faisais les recherches dans le milieu agricole, je faisais parfois des comparaisons. Je trouve qu'ils sont des domaines qui se ressemblent pour l'effort physique demandé. Il y a une masculinité dominante un peu normative dans les deux secteurs. Aussi, et d'ailleurs, j'avais consulté et cité dans mes travaux certains des ouvrages et des articles justement sur le milieu de la construction, donc qui m'avaient aidé. Donc j'avais toujours eu un intérêt pour le secteur de la construction et je m'étais dit qu'un jour j'aurais pu continuer des recherches dans ce secteur. Donc, il y a eu cette opportunité et j'ai pas hésité, j'ai tout de suite présenté la candidature parce que je trouve que c'est un projet très intéressant. Et est-ce que tu as un peu une idée, est-ce que même si c'est au début, est-ce que ça sera vraiment une recherche qualitative, ethnographique, ou est-ce qu'il y aura quand même des données quantitatives? Est-ce que tu sais à peu près comment va se dérouler le terrain? Est-ce que ça va ressembler à tes précédents terrains ou ça va être de nouveaux enjeux et de nouvelles façons d'aborder les choses? Est-ce que ça va être encore collectif du coup? Ça, c'est justement aussi le travail préliminaire qu'avait fait Marie-Jeanne. C'est une méthodologie de recherche mixte. Donc, il y a des questionnaires aussi en ligne et puis il y a tout un volet qualitatif. Évidemment, le volet qualitatif comme m'interpelle plus parce que c'est plus lié à mon expertise. Mais ça pourrait être intéressant de croiser un peu les données du volet quantitatif et celui du volet qualitatif. Oui. Bon, elle nous parlera de tout ça. Et alors du coup, j'imagine que ça va te donner de nouveaux défis, autant dans le secteur d'activité que pour la méthode de recherche, quoi. Donc c'est quelque chose qui t'es déjà super, passionné, excité de commencer tout ça, ou est-ce que toi tu vas aussi tu vas faire des entrevues, ou est-ce que tu vas plus chapeauter un peu la recherche? Comment ça va se passer? Non, je veux faire des Tu veux faire du terrain, Oui, mais le terrain, c'est quand même l'aspect de la recherche qui me passionne le plus. Donc, je ferai quand même des entrevues. L'entrevue avec les soudeurs, je l'ai fait moi-même. C'était très intéressant parce que d'une certaine façon, ça m'a permis un peu de recommencer. J'ai eu cette sensation de recommencer parce que c'était toujours un profil d'un travailleur migrant temporaire, d'ailleurs d'origine mexicaine aussi, comme dans le cas de la recherche précédente. Donc, je ferai une partie du terrain. Du terrain, Ok. Et alors là, est-ce que tu vas de nouveau être en mode espion? Est-ce que tu vas découvrir des talents de soudeur ou des choses comme ça? Ou non, tu vas rester low profile? Oui, je pense que je vais rester... en mode chercheur? On a déjà pensé à une méthodologie de recherche qui est quand même très, très appropriée pour en fait les buts de cette recherche. Donc, je pense qu'on va rester... Parce qu'elle est plus encadrée finalement dans un milieu qui a déjà été un peu commencé ou avec des méthodes qui ont été faites dans d'autres secteurs finalement. T'es pas obligé de te cacher ou d'être obligé de faire un peu les mêmes stratégies que tu avais adoptées pour la thèse finalement. Oui, même l'accès au terrain, c'est un peu plus simple aussi grâce à tous les autres acteurs partenaires de la recherche. Donc, il n'y a pas cette exigence. Mais il y a des jeunes chercheurs ou chercheuses qui voudraient adopter cette méthode, posture pour comprendre, analyser le secteur de la construction au Québec. Ça pourrait être très intéressant. J'imagine que là, c'est pas non plus... j'imagine que les travailleurs dans le secteur de la construction, c'est pas plus facile que le secteur agricole, mais c'est moins peut-être caché, il y a peut-être moins de non-dits que le secteur agricole et c'est pour ça qu'ils sont plus approchables? Je sais pas. Pour l'instant, je dirais que quand même il y a des zones grises, des marges à explorer.
Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a toujours, même dans les entreprises les plus structurées, les plus visibles, il y a toujours quand même des enjeux qui peuvent être surgir, découverts. Oui, absolument. Okay. Donc, non, je pense que il y a quand même des potentialités de recherche, on pourrait dire. À explorer encore. Oui, absolument. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu aurais sur la posture, sur l'engagement, sur la façon de faire ton terrain, mais sur aussi tes recherches, est-ce que tu aurais des ouvrages à conseiller pour les gens qui commencent ou qui veulent justement se questionner sur la question, les choses qu'on a discutées un peu aujourd'hui? Est-ce que tu aurais des choses à partager? Oui, par rapport aux ouvrages, c'est sûr. Tout mon travail a été fortement influencé par le philosophe Sandro Mezzadra, mais c'est vraiment donc è l'opéraïsme italien, mais c'est surtout au niveau théorique. Par rapport au terrain, il y a pendant mon terrain, je lisais Fresh Fruit Broken Bodies de Seth Holmes, l'anthropologue de Berkeley, qui est justement, il a fait des recherches sur population autochtone mexicaine qui va travailler dans l'agriculture, dans les entreprises agricoles aux États-Unis. Et Seth Holmes a travaillé aussi comme ouvrier agricole, donc ça a été vraiment très inspirant. Et c'est un anthropologue? Il est un anthropologue. Ok, donc c'est une ethnographie. Oui. Okay. Et c'était très inspirant. D'ailleurs, je pense que je l'ai commencé à lire pendant le terrain, pendant ma recherche en tant que journalier agricole aussi. Puis la misère du monde, donc l'ouvrage dirigé par Pierre Bourdieu, qui a été vraiment très intéressant pour plusieurs réflexions méthodologiques, mais aussi je dirais cette sensibilité dans la relation avec les personnes. Justement, je mentionnais, il parle de l'inquiétude de rendre public la vie des gens. C'était un sentiment que j'avais eu aussi pendant mes recherches au moment de publier, doctorat, au moment de publier, mais même avant, en fait, dans certaines situations, dans certaines présentations, j'avais l'impression qu'il avait une sorte de voyeurisme de la vulnérabilité de la part de certaines personnes, ce qui me dérangeait. Donc, ça m'accompagnait pendant toute la période de diffusion. Donc, les présentations oralement et même la... c'est l'utilisation qu'en fait le chercheur. Et puis, puis que du coup, ça va être des choses qui vont... en fait servir au chercheur pour sa carrière, mais du coup c'est un peu le côté utilitariste des données, cette question-là, un peu les réflexions qui émergent à ce niveau-là, quoi. Absolument. Parce qu'il y a quand même, c'est des êtres humains comme tu dis, c'est ça, et ça peut rester aussi du voyeurisme, et puis on se sert de leur expérience et on l'affiche parce que pour nous c'est ce qu'on a besoin pour justement pour nos recherches, quoi. Oui, absolument. Et des réactions, et ça c'est aussi normal d'avoir des réactions différentes de celles que les chercheurs attendent. Mais il y avait des réactions qui me dérangeaient un peu parfois. Donc, mais ça c'est normal aussi. Donc, en fait, la réflexion de comment présenter les données, mais aussi quelles données présenter. Il y a des choses que j'ai jamais dit et ou je les dis surtout dans des contextes qui ne sont pas académiques. Donc ça, pour moi, c'est très important et je trouve que dans la misère du monde, il y a cette réflexion. Et puis, des ethnographies urbaines, c'est un peu bizarre vu que je travaille c'est agricole, mais oui. Mais par exemple, In Search of Respect de Philippe Bourgois, par exemple, c'était très intéressant, anthropologue aussi, qui a travaillé en fait sur des populations, en fait sur des vendeurs de crack à New York. Et c'était très intéressant pour le style d'écriture que j'essayais un peu d'adopter, même si j'écris dans une langue qui n'était pas ma langue maternelle, mais j'essayais quand même de t'appuyer là-dessus, de faire attention un peu d'essayer d'avoir une écriture un peu narrative.
dans certains passages. Ouais. Et aussi, sa façon de se rapprocher à ces personnes, je trouvais qu'il n'y avait pas du paternalisme progressiste que parfois on peut avoir lorsque on se relationne avec des personnes vulnérables. Ouais. Et donc, j'espère en tout cas d'avoir eu une posture comme similaire lorsque je me suis relationné avec les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mes terrains. Donc, c'est un peu les trois ouvrages qui m'ont vraiment marqué pour des raisons différentes sur le terrain. Et peut-être sont des ouvrages qui pourront être utiles aussi à d'autres personnes, chercheurs. Parce que la manière de faire le terrain, même si c'est plus sur des topics que toi tu as pour tes projets, même si c'est pas purement méthodologique, ça reste qu'il y a toute une méthodologie derrière qui est qu'on ressent en lisant, parce que ça reste de l'ethnographie et puis les gens expliquent la manière dont ils ont quand même procédé, quoi. Oui, absolument. Moi, je pense que lire les ethnographies beaucoup d'ethnographies, ça aide beaucoup, même s'il s'agit pas d'un ouvrage méthodologique, mais on voit vraiment justement l'expérience d'autres chercheurs, d'autres chercheuses. Et puis finalement, dans les ethnographies, souvent, on voit aussi les problématiques rencontrées de terrain. On les voit d'une façon explicite ou parfois d'une façon implicite. Donc, ça nous permet aussi de concevoir notre façon d'organiser les terrains, de faire du terrain. Donc, lire les ethnographies, absolument, c'est vraiment le conseil. Puis, évidemment, il y a des ethnographies qui nous parlent plus que d'autres. Dans mon cas, ça a été l'ethnographie de Bourgois et de Sept-Holmes, mais c'est aussi pour avoir une idée du raisonnement, de l'approche et puis de comment finalement les gens on peut diffuser de l'information autant académique au grand public, mais qui finalement soit quand même c'est accessible, mais il y a quand même des réflexions derrière. Il y a des réflexions intellectuelles qui sont pas juste sur la recherche, qui sont aussi sur la façon de faire la recherche. Et je pense que après chacun va avoir, comme tu dis, il va y en avoir qui vont plus écrire de manière narrative ou qui vont plus avoir un style après littéraire. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre travail. C'est pas seulement faire la recherche, ça englobe beaucoup de choses. Il y a autant le terrain, il y a autant le faire de faire les lectures, que ça soit pendant, après, enfin avant, pendant, après, et puis la façon de rédiger, de retransmettre, et puis qu'est-ce qu'on veut retransmettre. Comme tu dis, il y a un tri, on peut pas tout dire. Mais qu'est-ce qu'on choisit de dire, dans quel contexte, parce qu'évidemment, avec toutes les données qu'on récolte, on peut pas tout mettre dans la thèse. Faut faire des choix D'ailleurs, justement, comme tu disais, l'écriture est vraiment une partie de l'ethnographie, comme d'ailleurs l'étymologie du mot nous suggère. Donc, l'écriture vraiment est une étape de l'ethnographie. C'est pas juste faire la recherche avec les gens. Non, absolument, ça fait partie de ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce que, avant de terminer, tu aurais quelques conseils à donner à des futurs étudiants qui s'en iraient sur le terrain ou qui veulent s'approcher de l'anthropologie ou même élargir leurs horizons? Est-ce que tu aurais quelques conseils, défis, peu importe, qu'est-ce qui te passe par la tête? Pour des jeunes chercheurs, étudiantes qui commencent le terrain, en fait, de profiter de leur terrain, parce que je pense que surtout le terrain pendant le doctorat, c'est la meilleure période, la meilleure condition en fait pour faire du terrain. Souvent parce qu'on a des bourses sur plusieurs années, donc ça nous permet d'avoir un terrain de plus longue durée. De qualité, souvent on est aussi plus jeune, donc ça peut-être on a moins de contraintes aussi qui nous permettent de faire du terrain, donc de profiter. Évidemment, il y a toujours un peu de stress. Parce que c'est le début, puis qu'on sait pas trop. C'est le début, on sait pas exactement. Mais c'est mieux si si l'excitation doit prendre toujours le dessus sur le stress, sur la remise en question, la remise en question est légitime et fondamentale pour avancer dans la réflexion, mais ne doit jamais prendre le dessus sur le côté l'intérêt qu'on a pour faire la recherche finalement. Exactement. Et aussi parce que ça doit être quelque chose d'intéressant, sinon pourquoi le faire de motivant absolument. Et l'autre chose, c'est d'essayer de comprendre en fait ce que nous sommes, aussi d'un point de vue vraiment de la personnalité,
et de planifier le terrain selon notre personnalité. Parce que je pense une des pires choses qui peut arriver sur le terrain, c'est de ne pas se sentir à l'aise du début. Ouais. Et si on n'est pas à l'aise sur le terrain, même les personnes qu'on rencontre ne seront pas à l'aise avec nous. Donc, une chose, c'est pendant le terrain, avoir des expériences qui nous mettent mal à l'aise. Ça peut toujours arriver. Oui, ça arrive, après, on peut pas le contrôler. On essaie de faire avec. Et chose, c'est de se mettre dans des situations du départ qui nous mettent mal à l'aise. Et comme une sorte pour nous prouver qu'on pourrait le faire, mais que finalement ça marche pas. Et aussi parce qu'il n'y a pas une façon de faire le terrain, il y a vraiment plusieurs façons. Ça dépend à chaque fois de chaque personne. Et donc selon la personnalité, je dirais de réfléchir vraiment à ce côté de ce que nous sommes, est-ce qu'on pourrait faire sur le terrain. Avec nos propres compétences, capacités. Absolument. Et justement, on revient à la question du chercheur, mais il y a aussi quelque chose qui va au-delà d'être chercheur. Donc, les potentialités aussi par rapport à notre personnalité. Est-ce qu'on peut donner sur le terrain selon aussi notre personnalité? Je pense que c'est aussi un aspect. Qu'est-ce qu'on apporte aussi aux gens? Parce que finalement, même si on prend d'eux, en ayant des données, on en rapporte aussi d'une certaine manière en étant là. Et ça aussi, c'est une idée que on modifie aussi notre objet d'étude et la façon dont le statut, notre présence va impacter aussi la recherche. Donc, c'est pas juste observer des gens dans un hublot puis faire comme ça. Il y a chacun, autant t'as un impact sur eux que eux ont un impact sur toi, autant professionnellement que humainement aussi. Ah, absolument. Ça, je ne donnais pas Je connais personne qui dise le contraire. J'espère que ça n'arrive pas. Absolument. C'est le questionnement sur notre impact sur le terrain. Je pense que vraiment c'est à la base de cette démarche. Et puis, ne pas oublier qu'il s'agit d'une relation humaine et sociale, comme n'importe quelle relation qu'on peut avoir à l'extérieur de notre profession. Donc, on devait avoir les mêmes attentions qu'on a ailleurs. Ça, absolument, oui. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci d'être venu discuter avec moi et au plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé ce sujet.